Bonjour les AMV3, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour qu'on puisse continuer à faire court et progresser dans le programme d'histoire. Voilà, je voulais aussi faire une petite remarque concernant les dossiers de CCF que j'attends encore de votre part. J'en ai récupéré deux pour le moment. Donc ce serait pas mal que, voilà, que je puisse en recevoir d'autres de votre part. Bon, une fois que j'ai dit ça, on va commencer un nouveau chapitre d'histoire, le quatrième chapitre, qui s'appelle De l'État français à la quatrième République. Donc, on va travailler sur la collaboration du régime de Vichy et également sur la résistance, hein, parce qu'on verra que il y avait à partir donc de 1940 des personnes qui ont collaboré avec les nazis, avec le régime nazi d'Hitler, mais qu'il y a également des personnes qui ont résisté à ce régime. Et une fois qu'on aura vu ça, on verra le régime politique qui a été mis en place en France à la suite de la libération en 1944. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour commencer ce cours, j'aimerais revenir d'abord sur cette frise chronologique. L'entrée en guerre commence le 3 septembre 1939. Alors, si vous regardez bien, du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940, qui correspond à l'invasion allemande de la France, il y a entre ces deux dates la drôle de guerre. Alors, pourquoi la drôle de guerre? Tout simplement parce que la France, pendant un temps, va être attentiste. C'est-à-dire qu'elle va attendre que l'Allemagne frappe en premier. Alors, pourquoi adopter cette stratégie? C'est tout simplement que la France, elle s'est dotée d'une fortification qui devait être normalement un rempart à cette invasion allemande. Alors, si vous regardez bien cette carte hein, qui nous montre les lignes de défense françaises, on constate en rouge la ligne principale de résistance. Pourquoi avoir fortifié ce, ce territoire? Tout simplement, hein, si vous regardez sur la carte, on se situe à la frontière avec l'Allemagne, le Luxembourg, et on est certain du côté de l'état-major français que si l'Allemagne envahit la France, ça se fera par ici. Donc on attend tranquillement depuis la ligne Maginot que les Allemands attaquent et envahissent la France. Sauf que, manque de chance pour la France, le 10 mai 1940, l'invasion allemande va se produire. Sauf qu'elle ne va pas se produire à l'endroit espéré. Et si vous regardez bien, la ligne principale de résistance s'arrête au niveau de Sedan et de la Belgique. Alors que vont faire les Allemands? Ils vont prendre leurs Panzer, hein, qui sont des tanks, si vous voulez, des grands chars, et ils vont envahir la France depuis la région de Sedan, la région des Ardennes belges. Alors, pourquoi on n'avait pas prévu ces fortifications? Tout simplement qu'on pensait que la forêt des Ardennes était une sorte de défense naturelle contre l'ennemi. Or, face aux panzers allemands, les arbres n'ont pas résisté bien longtemps, si vous voulez. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette frise chronologique, l'invasion allemande va se faire donc le 10 mai 1940 et dès le 22 juin, hein, donc même pas un mois après, l'armistice est signé. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'armistice? L'armistice, c'est pas la paix, hein, ça il faut bien le comprendre, c'est l'arrêt des combats. Donc le 22 juin 1940, la France, l'État français signe l'armistice. Cependant, il ne faut pas penser que tous les Français... Alors, vous pouvez noter qu'on est dans le sujet d'étude numéro 4 de l'État français à la quatrième République. Vous pouvez également noter l'introduction suivante que je vous lis. En juin 1940, la France perd la guerre face à l'Allemagne nazie. Le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement. Il demande et signe l'armistice. Hein, je rappelle ici que c'est la fin des combats, le 22 juin 1940.
Cette signature met fin à la Troisième République et fonde l'État français. Toutefois, des Français vont refuser la défaite et continuer le combat aux côtés des Alliés face à l'Allemagne nazie. On les appelle les résistants. C'est notamment grâce à eux et à leurs idées que naîtra la Quatrième République. Donc voilà pour l'introduction. Alors, en dessous, je vous ai mis deux photographies. Deux photographies qui nous montrent enfin même trois des principaux protagonistes de cette histoire donc de l'État français jusqu'à la Quatrième République. À gauche, vous avez l'entrevue qui a eu lieu à Montoire le 24 octobre 1940. Alors, cette entrevue, elle s'est faite entre Hitler, que vous pouvez voir sur la droite, et le maréchal Pétain sur la gauche. Ils sont en train de se serrer la main. Alors, cette photographie, elle illustre véritablement la collaboration avec l'Allemagne. Alors, on verra par la suite en quoi consistait cette collaboration avec l'Allemagne nazie. Sur la photographie de droite qui a été prise le 26 août 1944, on voit Charles de Gaulle entouré de ces fameux résistants que j'ai évoqués et qui marchent, qui descendent les Champs-Élysées. Alors on verra l'importance qu'a pu avoir le général de Gaulle, son importance au sein de la résistance et de la libération de Paris avec l'aide des résistants. Et on fera aussi un petit focus sur le résistant peut-être le plus illustre de cette période, à savoir Jean Moulin. Alors, la problématique générale de ce chapitre, on va chercher à savoir quelles sont les caractéristiques des deux régimes politiques, à savoir l'État français donc du maréchal Pétain et la Quatrième République, et en quoi ces deux régimes sont radicalement opposés. Alors, la séance 1, on va se concentrer sur l'État français, qui était un régime autoritaire et un régime de collaboration, avec cette problématique, à savoir quelles sont les caractéristiques du régime de l'État français du maréchal Pétain. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au début de la collaboration, la France est divisée en deux zones. Une zone dite occupée, donc par les militaires allemands. Donc c'est une zone qui est directement sous l'autorité du Troisième Reich. Ensuite, il y a une deuxième zone, à savoir cette zone libre, la zone sud, qui échappe un petit peu à l'autorité, si vous voulez, du Reich allemand. Mais on est certes dans une zone qui s'appelle libre, mais va être mis en place un régime aussi de collaboration qu'on appellera le régime de Vichy. Alors pourquoi régime de Vichy? Tout simplement que Vichy sera entre guillemets la capitale de la zone libre et ce sera le siège du pouvoir du Pétain. Alors, pour résumer notre grand 1, il faut savoir que le régime de l'État français, il est né de la défaite face à l'Allemagne nazie en juin 40. Plus qu'une défaite, c'est une véritable débâcle. On l'a vu, en même pas un mois de bataille, la France a dû capituler. Le gouvernement fuit Paris. Le maréchal Pétain, qui était un héros de la guerre 14-18, est porté au pouvoir. Il faut savoir qu'à l'époque, on pense vraiment que c'est l'homme de la situation, c'est le grand protecteur des Français. C'est pour cette raison qu'il signe l'armistice du 22 juin 1940. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? La France, elle doit désarmer ses troupes, payer des frais d'occupation exorbitants et livrer aussi des réfugiés aux Allemands. Alors, la France est coupée en deux, je viens de le dire, par la ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée par les Allemands, qui est riche en ressources. Notre région, la Lorraine, n'est pas exempte de ces richesses, notamment des richesses minières. Et au sud, donc, la zone libre qui est sous l'autorité du maréchal Pétain à Vichy.
Pétain va fonder l'État français le 11 juillet 1940 et il est investi des pleins pouvoirs par le Parlement afin de modifier la Constitution. Et on peut dire que le 11 juillet 1940, c'est la fin de la République. Alors, Grand 1, un régime autoritaire et antisémite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Pétain, il va détenir des pouvoirs considérables. C'est-à-dire que, en démocratie, normalement, une loi est votée par un Parlement. Or, le maréchal Pétain supprime le Parlement. Donc, Pétain vote directement, Pétain décide des lois de la France. C'est en ce sens qu'ici, vous voyez écrit « Le Parlement n'est plus réuni » et donc les lois ne sont plus votées. C'est la fin de la démocratie. Et c'est un des principaux de ce régime de Vichy. Alors Pétain va aussi refonder, renouer avec des valeurs qu'on pourrait dire traditionnelles de la France. Alors on peut regarder ici cette affiche qui est une affiche de propagande du régime, c'est-à-dire que c'est une image qui cherche à diffuser des idées. Alors on trouve ici le maréchal Pétain au centre de cette affiche. Juste au-dessus de lui, la nouvelle devise de la France: travail, famille, patrie. Bien entendu, la devise liberté, égalité, fraternité n'existe plus puisque, tout bonnement, ces valeurs-là ne sont pas celles que vont incarner ce régime de Vichy. Si vous regardez bien, en plus, son portrait est entouré ici de rameaux d'olivier. Les rameaux d'olivier symbolisent la paix, donc Pétain est le garant de cette paix pour la France. Alors si on regarde aussi les autres éléments de cette affiche, on voit ici au dernier plan des usines, donc il faut aller travailler à l'usine. Ici on voit une femme avec des enfants, donc on retrouve ici le rôle traditionnel de la femme paysanne qui est de s'occuper de ses enfants. Ici, on voit quand même que l'agriculture est représentée par ces bêtes de somme. Ce monsieur qui est un paysan, derrière le clocher d'une église, donc encore une valeur traditionnelle. Et ici, cet homme qui travaille. Voilà. Donc, un retour aux valeurs traditionnelles et la fin des valeurs antérieure de la France, la devise révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité. Alors pourquoi la fin de ces valeurs-là? Tout simplement que la France, l'État français va mettre en place un régime d'exclusion. Un régime d'exclusion, pourquoi? Parce que tous les opposants au régime vont être écartés de la société, mis en prison, déportés. C'est notamment le cas des communistes, des étrangers, mais aussi des juifs. Alors, quand on met en place une politique qui discrimine les juifs, on appelle ça une politique antisémite. D'autant plus que le régime de Vichy étant antisémite, ce qui le rend similaire au régime nazi, des rafles seront organisées en France. La plus connue, c'est la rafle du Veldiv, qui a donné lieu en 2010 à un film dont nous allons visionner maintenant la bande. Le premier qui mentionne cette foutue étoile, j'y mets mon pied au cul, c'est clair? Oui, monsieur! Depuis qu'il porte l'étoile jaune, nous réalisons effarés que le juif est partout. Surtout au travail. Vous savez qu'Hitler pense que même le Titanic qui a coulé, c'est à cause de nous. Ah bon? Iceberg. Encore un juif. Comment vous pouvez rire de ça? Les indésirables, voilà comment ils nous appellent. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? La France, c'est le salut des juifs. Heil Hitler, c'est la grosse tête et je n'aime pas les juifs. Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. En zone occupée, votre police rafle elle-même. Sous notre entière autorité. Il va falloir déchoir quelques milliers de juifs de la nationalité française. Ils disent que cette fois ils prendront même les enfants. Attendez-moi!
Les enfants. Mais tu es folle, ma fille. Bonne nuit, mon chéri. Ils sont là! Ils arrivent! Ils prennent les enfants aussi! Je vous en supplie, prenez les enfants. On en a combien? J'ai dit combien? 5000. On devrait peut-être prévenir papa. Papa! Je crois qu'ils vont lui faire du mal à mon ours. Excusez-moi le Veldiv, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si on nous envoie des médecins? Non. J'ai 60 volontaires qui attendent dehors, mais ils veulent pas de témoins. C'est toi notre père, c'est à toi de nous protéger. Viendra un temps où ils devront payer. Peut-être que ta sœur avait raison. J'aurais dû mieux vous protéger. Pour ici, je savais rien. J'imaginais pas tout ça. J'aurais dû vous aider à vous échapper. Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez. Tu crois qu'on sera grand un jour? Puisque je vous dis que j'ai rien fait, monsieur. On dit adjudant. Tu dois vivre, Jean, tu m'entends? Jure-le-moi. Maman! Jure-le-moi. Alors, pour terminer rapidement ce cours, le grand 2, la collaboration d'État et son durcissement. La collaboration, c'est la coopération avec l'ennemi, l'occupant allemand, pratiquée par l'État français durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi Pétain a-t-il décidé de collaborer avec l'Allemagne? Eh bien, pour comprendre cette décision, il faut se remettre un petit peu dans les mentalités de l'époque. Il faut savoir qu'en 1940, étant donné les victoires de l'Allemagne, on pense que la victoire finale sera du côté des Allemands en fait. Donc on pense que le monde dans lequel vont vivre les gens, en fait, ce sera un monde dominé par l'Allemagne. Donc qu'est-ce que se dit Pétain? Il se dit, bon, il vaut mieux être du côté des vainqueurs. Donc c'est pour cette raison qu'il rencontre à Montoire Hitler, donc en octobre 1940, et que s'engage une collaboration qui est à la fois économique, militaire, politique et policière. Économique, pourquoi? Si vous regardez la fiche de propagande à gauche, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un ouvrier qui travaille donc à l'usine, et qui nous incite, hein, comme vous voyez en dessous, à faire comme lui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est faire comme lui? Ça veut dire aller travailler en Allemagne. Alors, il faut savoir que il était très bien vu par le régime de Vichy d'aller travailler chez les Allemands. C'était une des preuves que la France collaborait, et il s'agissait de bien se faire voir vis-à-vis de l'Allemagne. Sauf que faisaient ces ouvriers dans les usines? Eh bien, ils travaillaient notamment dans des usines d'artillerie. Donc, ils fabriquaient des armes au profit des Allemands. Donc, autant dire que cette décision, aujourd'hui, paraît très très discutable, et même à l'époque d'ailleurs. À partir de 1942, la collaboration va encore s'intensifier et se durcir. Pourquoi? Parce que le régime de Vichy va faire un tournant, on va dire, va prendre un tournant antisémite. C'est-à-dire que la France va envoyer des juifs dans des camps de la mort. Et après l'invasion de la zone sud, l'État français est de plus en plus soumis. Ils vont mettre en place la relève, qui consiste à aller travailler à l'étranger, mais aussi, par la suite, créer des milices qui vont traquer les résistants. Donc, à partir de 1942, on est vraiment dans une collaboration au sens strict du terme. Voilà. Donc, pour terminer cet exposé, je vous mets une vidéo dans laquelle on peut écouter ce qui se disait à la radio française, donc notamment au sujet de la relève et de l'incitation pour les ouvriers à aller travailler en Allemagne. Voilà.
Je vous remercie, j'espère avoir été assez clair dans mes propos. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Discord ou via le bureau numérique ou les autres messageries. Voilà, je vous remercie. Monsieur Pierre a du travail, mais il ne semble pas tenir beaucoup à sa situation actuelle. Gagnez-vous suffisamment? En temps normal, il n'y aurait pas à se plaindre. Maintenant, avec ma femme et les 2 gosses, j'ai souvent du mal à y arriver. Et vous espérez gagner plus en Allemagne? Je comprends. Je n'aurais certainement pas de mal à gagner plus du double. Mais qui vous dit que vous gagnerez plus du double? Oui, c'est dans les contrats. Votre départ pour l'Allemagne assurerait donc pour votre famille et pour vous-même une existence plus large. Oui, d'abord, oui, mais je suis curieux de savoir si la vie en Allemagne est possible pour un Français. Le mieux, c'est d'y aller voir. Depuis quelque temps, mes chers auditeurs, vous avez pu vous rendre compte par la lecture des journaux que les départs des travailleurs français pour l'Allemagne allaient en s'accentuant. Depuis l'appel émouvant du président Laval, que de chemin parcouru. Par dizaines de mille, nos compatriotes désirant assurer la relève se sont inscrits.